On est où exactement? On sent presque la chaleur, la tension dans l'air. Nous sommes à Khartoum, au Soudan, en 2019. Et à cet instant précis, un pouvoir vieux de 30 ans s'apprête à tomber. Le maréchal Omar el-Béchir, l'homme qui a régné sans partage sur le pays depuis 1989, voit son empire s'effondrer. 30 ans? C'est une vie entière? Comment un homme peut-il s'accrocher aussi longtemps? Par la peur, par la guerre et par la force. El-Béchir, c'est un militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État. En 1989, il s'installe à la tête du pays et pendant 3 décennies, il gouverne avec une poigne d'acier. Son règne est marqué par les conflits, par la guerre civile qui finira par scinder le pays en deux, avec la naissance du Soudan du Sud, mais surtout par une tragédie, le Darfour. Le Darfour, oui, je me souviens vaguement. Une guerre atroce, non? Atroce, oui. Des centaines de milliers de morts, des villages brûlés, des populations entières chassées de leurs terres. Et pour ces crimes, la Cour pénale internationale émet 2 mandats d'arrêt contre lui en 2009 et 2010. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Et il n'en s'est jamais rendu? Jamais. Il a défié la justice internationale, continuant à régner, protégé par une armée fidèle et un système de sécurité implacable. Mais tout cela commence à se fissurer à la fin de l'année 2018. Le pays est au bord du gouffre. L'économie s'effondre. Le prix du pain triple du jour au lendemain. Le pain, c'est ça qui a tout déclenché? Oui, une simple étincelle, mais dans un pays à bout de souffle. Ce qui commence comme une protestation contre la vie chère devient en quelques jours une révolte nationale. Des centaines de milliers de Soudanais descendent dans les rues portés par un slogan « Tascout Bass », c'est-à-dire « La chute, c'est tout ». Ce cri, on dirait qu'elle contient toute une génération. Exactement. Devant le quartier général de l'armée, à Khartoum, la foule s'installe. Ils dressent des tentes, improvisent un sit-in, des femmes chantent, des étudiants tiennent des pancartes, des familles entières s'y relaient jour et nuit. Ils veulent convaincre les militaires de lâcher le président. Et l'armée, elle hésite? Au début, elle réprime. Mais très vite, la pression devient insoutenable. La rue gronde, le monde observe. Et même au sein du régime, quelque chose se fissure. Les généraux, ses propres alliés, commencent à comprendre que pour sauver leur peau, il va falloir sacrifier leur chef. C'est fou. Il a été trahi par ceux-là même qui le protégeaient. Oui, et le 11 avril 2019, tout bascule. À l'aube, des véhicules militaires encerclent le palais présidentiel. La télévision d'État interrompt ses programmes pour diffuser des marches militaires. Quelques heures plus tard, le ministre de la Défense apparaît à l'écran. Il annonce la destitution et l'arrestation d'Omar el-Béchir. Le pays a dû exploser de joie. Une euphorie totale, des foules en liesse, des drapeaux, des chants, des larmes. 30 ans de peur, balayés en une journée. Mais pour Béchir, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de la chute. Qu'est-ce qui lui arrive après ça? Il est assigné à résidence, enfermé dans sa propre maison, entouré de soldats qu'il pensait fidèles. Il comprend alors que ses alliés l'ont abandonné. Il n'est plus le maître du Soudan, il est devenu leur prisonnier. Et il sait qu'il va être jugé, c'est ça? Oui, un procès l'attend pour corruption, et surtout cette menace qui plane, une extradition vers la Haye, devant la Cour pénale internationale. Pour un homme comme lui, habitué au pouvoir absolu, cette perspective est insupportable. C'est alors qu'une idée folle commence à naître. S'évader. S'évader? Il voulait fuir le pays? Oui, pas juste s'échapper de sa maison, fuir le Soudan, disparaître. Un plan aussi risqué que désespéré. Il aurait compté sur un petit cercle de fidèles, des hommes qui lui devaient tout, des officiers des services de sécurité encore loyaux. Et comment comptait-il s'y prendre? L'idée était simple en apparence. Profiter d'un moment de relâchement dans la surveillance, soudoyer quelques gardes et le faire sortir de sa résidence à bord de véhicules banalisés en pleine nuit. Puis prendre la route, direction la frontière. Peut-être vers un pays voisin, un de ceux où la KPI n'a pas vraiment d'emprise. C'était presque un film d'espionnage. Oui, mais le film s'est arrêté avant même le premier acte.
Le plan a été découvert. Les versions divergent. Certains disent qu'un proche a parlé, d'autres que des communications ont été interceptées ou qu'un garde approché pour collaborer a préféré tout révéler. Quoi qu'il en soit, l'opération est déjouée avant même de commencer. Et lui? Il est transféré quelques jours plus tard à la prison de Kober, à Khartoum. Ironie cruelle, c'est là qu'il avait fait enfermer tant d'opposants politiques. Le chasseur, devenu le prisonnier. C'est presque biblique, ce retournement. Oui, et le symbole est immense. Au tribunal, on le voit derrière une cage métallique, le visage vieilli, impassible. Cette image fait le tour du monde. Il sera condamné pour corruption, à 2 ans dans un centre de correction pour personnes âgées, mais les charges les plus lourdes, celles pour crimes de guerre, restent en attente. Et le pays, lui, qu'est-il devenu après tout ça? Le Soudan est entré dans une période de transition, fragile, complexe, pleine d'espoir et de doute. Les civils qui avaient mené la révolution réclamaient un vrai changement, mais les militaires, eux, tenaient encore les armes et le pouvoir. Depuis, le bras de fer continue, sous différentes formes. C'est une histoire qui ne finit jamais vraiment. Non, mais la chute de Béchir reste un rappel puissant. Même les régimes les plus solides peuvent s'écrouler quand un peuple se lève. Et dans les couloirs du palais, comme dans les rues de Khartoum, plane encore cette idée qu'aucun trône n'est éternel.